Écoutez, je vous propose de commencer. Alors, dispositif un peu plus original que le speaker en mode tout seul, puisque on vous propose un échange et une discussion avec donc Fred Jordan, qui est à la base mathématicien, mathématiques appliquées, Ouais. hein, oui, qui a fondé une société qui marche très bien, merci. Et quand il a fondé cette société, il a dit: «Qu'est-ce que je vais faire de mon argent?» Et il a tout misé, entre guillemets, dans une start-up de recherche, orientée, ben, sur de nouvelles formes de calcul, comme on va le voir. Alors, pour commencer cet entretien, on est dans un dispositif où on a deux trois images à vous montrer, vous en verrez quelques-unes. Il y a l'ordinateur qui est sur la table parce que Fred nous a proposé en exclusivité mondiale, comme vous le verrez, de nous faire une petite démo. Et vous êtes des privilégiés puisque vous pourrez ensuite, suite à la démo, accéder au site et vous-même expérimenter des choses si vous le souhaitez, avant que, un peu plus tard dans la journée ou demain, je crois, ça soit, ouvert plus largement. Donc merci pour ce privilège et ce cadeau déjà, Fred Jordan. Alors, première remarque peut-être, on parle, beaucoup en intelligence artificielle, de réseaux de neurones, parce que c'était historiquement le cerveau qui avait servi de, voilà, de modèle un peu pour développer l'intelligence artificielle. Et on pourrait dire que le travail que vous faites avec, Finance Spark, c'est d'essayer de prendre au mot vraiment tout le vocabulaire de l'intelligence artificielle. Quand on dit neurones, bah, des réseaux de neurones, ben, c'est des vrais neurones. Voilà, donc en fait, vous réinvestissez tout le vocabulaire de l'intelligence artificielle, mais avec du vivant. Donc première peut-être remarque et question, il s'agit de, on parle souvent de biocomputing, qui est pas la même chose que bioinformatique. Peut-être préciser quel est le champ, voilà, du biocomputing, Wedware, le vocabulaire qui désigne un peu les activités de Finance Park, de cette start-up de recherche. Alors, oui, effectivement, donc merci pour cette introduction. Alors, le biocomputing, c'est un domaine qu'on va dire schématiquement qui est nouveau. Il consiste à vouloir faire du calcul avec des éléments vivants et en particulier avec des neurones. Et en général, on utilise des neurones humains pour ça. Donc en gros, vous voyez une puce, elle est faite avec des transistors aujourd'hui. Bah, l'idée, remplacer les transistors par des neurones vivants. Comme il se trouve que pas mal, hein, de plus en plus de calculs sont effectués comme tu dis, pour simuler des réseaux de neurones. Un réseau de neurones artificiels, c'est ça qui tourne l'IA essentiellement aujourd'hui. Une des applications évidentes, c'est de réimplémenter des algos d'intelligence artificielle, mais avec des neurones vivants. Voilà. Donc ça, c'est bien prendre au mot le vocabulaire et le faire vraiment avec du vivant. Tout à l'heure, je disais que vous, tu, je ne sais plus quoi ce qu'on utilise, mais Tu tu vois. étais mathématicien à la base. Mais comment on passe des mathématiques appliquées à tout ce champ de la recherche? Il faut être, j'imagine, biologiste, connaître un peu le vivant. Comment cette bascule pour toi et pour les équipes, s'est faite? Alors, bon, d'abord, on a commencé à deux. Moi, le cofondateur de la première société, effectivement, comme tu dis, qui fonctionne bien. Et tous les deux, on avait un même background en mathématiques appliquées. Et tu as raison, passer des maths appliquées, donc des réseaux de neurones artificiels, parce que moi, c'est mon truc en fait, moi j'adore les réseaux de neurones artificiels. Moi je suis un ingénieur, j'aime l'électronique, j'aime l'assembleur, j'aime les choses comme ça quoi. Choses bien relativement prédictibles et comment on passe de ça à la neurobiologie? Parce que ce que je vous ai dit, c'est bien sympathique. On utilise des neurones vivants, mais ça pose quelques problèmes, en pratique. Si on ne connaît pas la biologie, si on ne connaît pas la culture cellulaire et donc quand on a créé cette boîte, on s'est formé, from scratch. C'est-à-dire qu'en fait, on avait un domaine d'expertise et on est parti dans quelque chose où on n'avait pas d même pas d'expertise, on n'avait rien. Donc donc on a appris, c'est quoi une cellule, comment ça vit, on a pris des carrément des cours pratiques avec, des personnes qui faisaient de la culture cellulaire, comment on prend une pipette, dans quel sens quoi? Enfin je veux dire, c'est vraiment le niveau zéro quoi. Et puis, mais ça s'apprend, hein, c'est bon si vous avez des gens patients avec vous et on a rencontré aussi des profs qui étaient, étonnamment ouverts à nous apprendre aussi comment on connecte des neurones avec des électrodes. Sauf qu'eux, ils cherchaient pas à faire, des bioordinateurs, mais l'électrophysiologie, ce qui est notre domaine d'expertise, ça a 30 ans, d'accord? Ça vient pas d'apparaître. Donc, là, il ça fait juste, d'apprendre, d'écouter et puis finalement, on a créé notre propre labo de culture cellulaire et on a, commencé à créer nos propres organoïdes cérébraux.
Alors peut-être puisqu'on a, tu nous as mené quelques images, je ne sais pas pour la régie, peut-être Ah oui. donner à voir en premier quelque chose, on parle de quelque chose, qu'est-ce que c'est concrètement en termes d'image? Alors qu'est-ce qu'on a là, par exemple? Eh ben, justement, là, on a un organoïde cérébral. Alors, j'explique un peu. Un organoïde cérébral, c'est fait avec des neurones humains et des cellules gliales aussi, hein. Faut pas le parent pauvre, hein, de la neurobiologie, c'est toujours les cellules gliales. Ne méprisons pas les cellules gliales. Donc, c'est les 2 constituants, je dirais, de notre cerveau. Ce que vous voyez à gauche, c'est, une image prise au microscope électronique à balayage, c'est une de mes propres cultures ça d'ailleurs, qui fait 500 microns de diamètre, donc environ un demi millimètre. Un demi millimètre, vous pouvez le voir avec les yeux, hein, c'est pas la folie. L'image du milieu, c'est bien zoomé. Alors là, on voit que c'est compliqué. Là, c'est de la vie, d'accord? Ça ressemble pas du tout à un circuit intégré, ça c'est pour clair. Et à droite, une image vue de beaucoup plus loin, où on voit littéralement donc la partie blanche, c'est le circuit nerveux. D'accord? Vous voyez en haut à droite, des traits comme ça c'est les électrodes qui arrivent sous le circuit nerveux, donc cet organoïde cérébral et c'est comme ça qu'on va communiquer avec. Et peut-être également, puisque je vois l'image d'après, qui nous permet de voir, bon, ben, ce centre de calcul là, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il se situe? Alors ça, c'est je ne sais pas si c'est sexy ou pas, c'est très lab en fait, hein, Ça fait un donc peu frigo, hein, voilà. alors ça fait un peu frigo, mais ce n'est pas c'est le contraire d'un frigo, puisque les cellules, nous, on a un système homéostatique en tant qu'être humain, c'est-à-dire qu'on se maintient dans des conditions qui fait qu'on reste en vie, normalement. Nos cellules n'ont pas ces bénéfices-là, donc c'est à nous d'assurer le support et un des supports, c'est la température, 37 degrés. Ça s'appelle un incubateur et ce qu'on voit ici, c'est 4 systèmes qui chacun comporte 4 organoïdes cérébraux avec des caméras et toute la microfluidique et les câbles qui nous permettent, de les alimenter et aussi d'avoir une communication bidirectionnelle avec eux. Et c'est loin de suffire, hein, la température. On a aussi une atmosphère en CO2, à 5 de CO2. On on contrôle, bien sûr, le taux d'humidité qui est extrêmement élevé et puis alors bien sûr, il y a on n'a pas vraiment de système immunitaire, donc une seule bactérie, tout est mort. Donc on doit aussi faire attention, ça fait partie de ce qu'on a appris en apprenant la culture cellulaire, à nos dépens au début. Alors il y a tu as dit, bon, il y a des cellules neuronales, des cellules gliales. Pour Oui. quelqu'un qui est pas bon en biologie, c'est quoi les cellules gliales? Quelle est leur fonction, leur articulation avec les cellules neuronales? Alors, les cellules gliales sont considérées comme un support aux cellules neuronales. Elles peuvent, par exemple, récupérer de la dopamine ou du glutamate, qui sont des neurotransmetteurs ou des neuromédiateurs, et les recycler pour les redonner ensuite plus tard aux neurones. Elles font plein de choses. Les cellules gliales, c'est vraiment un domaine en étude actuellement. Mais quand vous regardez au microscope, parce qu'on les regarde beaucoup nos cellules, différencier une gliale d'un neurone, c'est pas du tout évident. La différence frappante, c'est qu'il y en a un qui est capable d'avoir une activité électrique et pas l'autre. Mais ça donne pas une supériorité définitive à l'un par rapport à l'autre. C'est juste pour la sauvegarde des cellules gliales. Donc, Et ensuite, tu as précisé à l'instant que, il y avait une bactérie et tout était «à jeter» entre guillemets. Alors, on sait qu'en informatique, on parle beaucoup de virus, mais là, pour le coup, virus, bactéries, c'est des vraies bactéries, c'est des vrais virus. oui, c'est vrai. Donc la question se pose, comment on peut maintenir comme ça ce système? Ça pose d'une part la question de la durée de vie, Oui. et d'autre part, bah, comment se prévenir de, voilà, de tout ce qui peut arriver aux vivants, comme les bactéries ou les virus? Alors, il y a 2 questions dans ta question, hein. Alors, comment on peut se prémunir de ça? Il faut savoir que, encore une fois, ça fait longtemps qu'on fait de la bière. Mais quel rapport? Mais quand vous faites de la bière, quand vous fermez, la bouteille, vous ne devez pas non plus avoir de bactéries dedans. Vous devez vraiment contrôler ça. Il y a plein de domaines aujourd'hui en biotechnologie où on contrôle de manière parfaitement rigoureuse l'absence de bactéries. Donc c'est pas propre à notre système, c'est pas un challenge immensément insoluble. On arrive on Ça fait des années maintenant qu'on fait ces cultures-là, maintenant on a plus de problème en pratique. Par contre, sur la question de la durée de vie, alors là, c'est toute une autre affaire. Alors nos neurones, nous, ils peuvent vivre, à peu près, 80 ans, d'accord? Bon, c'est formidable. Actuellement, l'état de l'art, c'est quelques heures.
Alors on a progressé là-dessus. On a d'abord fait quelques jours, quelques semaines. On vient de battre notre record. On a fait le bilan la semaine dernière. On a 4 mois. S Vous pourrez voir ça en live si vous allez sur le site finalspark.com, vous avez une section live où on transmet en temps réel l'activité électrique de nos neurones en Suisse, dans notre laboratoire. Et il y a un des réseaux d'électrodes, il y en a 4 qui sont disponibles pour le public. Il y en a un où il y a 3 électrodes encore actives 4 mois plus tard, donc voilà, c'est là, voilà, ça ne peut pas mentir, c'est là. Donc on est très content de ça, mais c'est pas encore suffisant, il va falloir, faire encore mieux. Je vous rappelle que posez vos questions pendant la session, de manière à ce qu'on puisse y répondre tout à l'heure. Je vais revenir sur, en tout cas, peut-être ça a été votre cas, mais ma première réaction quand tu m'as expliqué comment ça fonctionnait, tu as dit avec des neurones humains. Oui. Premier réflexe, c'est à dire, mon Dieu, à qui on a pris des neurones? Voilà. Donc, ça pose des questions d'éthique. Voilà, comment tu réponds un peu à ce genre de préoccupations, éthiques au sens large, mais juste qu'on comprenne de quoi il s'agit. Tu n'as pas privé quelqu'un de ses neurones, je crois pas. Si? Non. Ah bon. Alors il y a quelqu'un qui s'appelle le professeur Yamanaka, qui a eu un prix Nobel, mais il y a une quinzaine d'années déjà, hein, et il a inventé quelque chose qui s'appelle les cellules souches pluripotentes induites. J'explique en quoi ça nous concerne. Il a trouvé une méthode pour prendre des cellules de la peau, qui sont pas vraiment, pluripotentes, donc elles peuvent faire que de la peau, ces pauvres cellules, ça c'est leur destin. Mais lui, il a trouvé une manière pour les transformer en cellules souches qui sont capables de faire n'importe quoi. N'importe quoi dans la mesure des cellules de notre corps. Et c'est ça qu'on utilise. On prend des cellules souches pluripotentes. Pluripotentes, ça veut dire qu'elles ont la potentialité de devenir n'importe quelle cellule. Voilà. On les prend et ensuite on a des protocoles, donc ceux qu'on a appris, besognement, qui nous permettent forcer la différenciation, d'avoir dans ce qu'on appelle des neuroprogéniteurs, qui sont des types de cellules souches dont le destin sera de devenir des neurones et des cellules gliales, et ensuite on les force à devenir ces cellules souches et ces cellules gliales, et on les connecte ensemble. Donc tout ce processus est entièrement contrôlé, on peut faire des millions et des millions, de cellules comme ça. En fait, on doit même bloquer le processus, d'accord? Alors, c'est rigolo, si vous faites un circuit intégré, vous n'avez pas un problème de prolifération de transistors, d'accord? Mais nous, on a vraiment ça à faire attention, et ensuite on va arriver à différencier même dans certaines parties, des neurones de certaines parties du cerveau. On va faire du préfrontal, dans la partie dorsale, ventrale, de l'hippocampe, du striatum, et on va même peut-être les connecter ensemble. Donc voilà des choses qu'on peut faire aujourd'hui et qu'on fait ça en laboratoire. Nous, on en a à peu près 2000 organoïdes cérébraux actuellement en stock. J'avais vu, tu avais évoqué l'histoire un peu en disant que c'est quand même pas nouveau, ces histoires de biocomputing, qu'il y a quelques dizaines d'années même peut-être, des premières expérimentations avaient été faites pour résoudre le fameux problème des, voyageurs de commerce, dans des tubes à essai. Ça a été une des premières expérimentations. Je ne sais pas si c'est une légende ou ça a effectivement lieu. C'est Non, non, effectivement, il y a des choses qui ont été faites avec, l'ADN. oui, Alors, l'ADN. moi, j'ai jamais fait de calcul avec, l'ADN, hein. D'accord, tu restes avec les neurones. Il y a maintenant une question qui se pose. Bon, voilà, je suis dans mon incubateur, j'ai, des neurones, je les ai câblés. Qu'est-ce que j'en fais? Quel genre de calcul je fais? Et comment j'imagine que, cette machine à calculer, dont tu, souhaites qu'elle, devienne, on en reparlera tout à l'heure, beaucoup plus, présente dans nos vies. Comment cette machine à calculer fonctionne? Est-ce qu'elle se programme? Alors je vais dire juste un petit mot parce que tout à l'heure, là, tu vas nous faire une petite démo et je me souviens quand Fred Jordan a dit: «Je ferai peut-être une démo», il m'avait dit: «Ah, la conférence est le lundi, il faudra que je réveille les cellules le dimanche». Je me suis dit: «Les ingénieurs vont devoir découvrir un métier bien particulier, savoir dans quel état sont les cellules, les prévenir. Attention les petites, il va falloir faire des calculs». Donc voilà, derrière cette petite histoire, comment ça se manipule cette nouvelle forme de calcul? Alors, la réponse brève, c'est: «Je sais pas», d'accord? Bon, alors maintenant, je peux dire ce qu'on sait aujourd'hui. D'abord, pour revenir en arrière, les réseaux de neurones artificiels, on sait parfaitement comment, on les manipule. On change les connexions entre les neurones, d'accord? C'est des tenseurs. On fait bac propre, c'est bien connu, ça marche bien. Le problème qu'on a, ici, c'est pareil, hein, on a bien des neurones, on a bien des connexions. Ça, c'est bon. Le problème qu'on a, c'est qu'on ne sait pas la valeur des connexions,
on ne sait pas comment les changer et en plus, elles vont changer spontanément. Ceci dit, le problème est le même. Il suffit de changer les connexions synaptiques pour arriver à ce que la sortie minimise l'erreur et c'est ce que tous ici, on sait déjà faire. On sait apprendre et quand on apprend, on fait que ça. On change nos connexions synaptiques, on renforce certaines, on diminue d'autres pour arriver à faire une tâche précise. Donc quelque part, notre approche est, presque assez conservative, puisqu'on prend quelque chose qui est connu pour marcher. Le problème, c'est juste arriver à savoir encourager notre système pour qu'il apprenne spontanément, puisqu'on est capable d'apprendre et aussi d'avoir les bons neurones. Il y a une direction pour faire apprendre, il y a pas beaucoup de directions, qui sont connues actuellement, hein. Il y a l'interaction, ce que je suis en train de faire avec vous, d'accord? J'envoie effectivement des impulsions électriques et puis ça génère éventuellement une compréhension chez vous, donc ça, c'est une méthode, de travail. Il y a aussi, la dopamine, les neuromodulateurs qui sont connus pour avoir une influence importante dans les mécanismes d'apprentissage. Ça, c'est ce que nous dit la littérature in vivo et on a 30 ans de littérature in vivo et 0 ans de littérature in vitro. C'est pour ça qu'on ne sait pas faire l'apprentissage in vitro et c'est pour ça qu'il faut le faire et qu'on travaille dessus. Et une des directions qu'on a, bah, justement, je vais montrer ça sur ce slide-là, sur les neuromodulateurs. Ce que vous voyez ici, c'est une vidéo. Vous voyez, ça flash et le flash, là, c'est quoi? C'est la lumière ultraviolet qui nous permet de libérer à un instant très précis, de la dopamine qui est contenue dans une cage moléculaire. Et ça nous permet de récompenser de manière très précise. Comme vous avez un chien avec un cliquet, vous pouvez ou avec un sucre, vous pouvez le récompenser à un moment donné pour dire: «Ah, j'ai bien accompli ce que je voulais, je récompense». On fait la même chose aussi avec du glutamate, de la sérotonine et d'autres systèmes et tout ça, c'est fait bien sûr en codant ça, en Python. On code les algorithmes pour interagir avec les neurones. D'accord, donc la dopamine, l'entraînement. Quand on comme ça, on essaie d'entraîner un dispositif, on sait quand même ce qu'on veut lui faire faire Oui, puisque, très voilà. précisément, ouais. Heu, Quand on se dit: «Je vais faire des calculs», quels sont les exemples de calculs que vous faites aujourd'hui? Une addition, c'est quoi alors? Oh, on n'en est même pas encore là, en fait. Là, on arrive éventuellement à stocker un bit d'information, c'est-à-dire à changer l'état des neurones pour qu'ils se souviennent d'une information ponctuelle. Maintenant, faire des calculs eux-mêmes ou on travaille aussi avec des jeux simples, avec, des agents qui se déplacent dans un espace monodimensionnel et on va donner, via les électrodes, à l'organoïde le moyen de sentir son environnement en espérant qu'il apprenne à s'y mouvoir spontanément. D'accord? Mais ça, c'est des choses absolument élémentaires. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Un des challenges qu'on a, c'est justement la répétabilité. Parce que le vivant, c'est pas répétable. 2 organoïdes cérébraux sont différents. Donc à chaque fois, on doit avoir des algos qui sont capables de s'adapter, de scanner en fait qu'est-ce qu'on a là et puis d'avoir une procédure spécifique, comme si on apprenait à un enfant de manière spécifique pour lui faire en sorte qu'il arrive à effectuer la tâche qu'on est en train de faire. Donc ça, c'est vraiment des problématiques de variabilité sur lesquelles on travaille. Effectivement, parce que quand tu le dis, mais nous pour nous, enfin les puces en silicium en tout cas, une puce en silicium, c'est la même qu'une autre puce en silicium Oui. et à partir du moment où elle est dans le vivant, beh, tous les neurones, toutes les cellules sont, différentes et donc il y a un enjeu effectivement que tu comme tu le dis de variabilité et de maîtriser cette variabilité. Il y a aussi un enjeu qu'on imagine, c'est que la manière dont on travaille avec les puces en silicium, on est quand même sur une forme d'horizontalité dans le dispositif. Et là, comme on est avec du vivant, il y a un côté 3D. Est-ce que c'est quelque chose qui joue de se retrouver avec le vivant, avec, un environnement qui est pas juste des couches, comme ça entreposées, mais avec une topologie qui est complètement différente? Bah oui, ça c'est un vrai challenge. Alors c'est un challenge, mais c'est une force aussi, d'accord? D'abord, nous, on fonctionne. On a toujours ce modèle-là, hein, d'accord? On a fait des avions parce qu'on a vu des oiseaux voler. Je pars vraiment du fondamental, c'est vraiment basique, hein. Donc là, on prend cette direction-là. Notre cerveau est en 3D. OK, on fait des organoïdes cérébraux en 3D. Ça paraît pas mal au niveau connectivité, au niveau topologie. On a plein d'avantages à être 3D. Par contre, on a d'autres problèmes. Vascularisation, c'est quoi? C'est-à-dire la capacité à amener des nutriments au sein même de nos organoïdes cérébraux. Je vous ai parlé des organoïdes cérébraux de 0,5 millimètre de diamètre tout à l'heure. Je ne vous ai pas parlé de 5 millimètres pour une bonne raison, c'est qu'à 5 millimètres, dedans, ça meurt. On nécrose. Donc,
on doit encore aussi développer des méthodes de vascularisation pour faire en sorte d'amener les nutriments et reprendre les déchets de l'intérieur même de l'organisme cérébral. Ça fait partie de nos directions de recherche aussi. Alors, je vais vous montrer une démo. Alors, c'est un truc extraordinaire. J'ai mais j'explique avant, d'accord? Ils cherchent des financements. Non, mais c'est même pas ça, c'est un truc de fou. Alors, je vous montre, imaginez, je suis un papillon. C'est pas très crédible, mais voilà. Alors, donc je suis un papillon et c'est ce que je vais montrer ici. Je vais montrer une simulation dans un browser où j'ai un papillon qui se promène en 3D et il veut aller vers une lampe. C'est ce que vous allez voir. Ce qui est intéressant, c'est que je suis un papillon qui bouge au hasard. Donc ça va être fait dans le browser internet. Il bouge en 3D au hasard. Et puis, au hasard de ses pérégrinations, il va voir la lampe. S'il voit la lampe, il va envoyer un signal à Vevey, en Suisse, dans notre laboratoire, à un organoïde cérébral qu'on a sélectionné pour ses performances. S'il répond, alors il va arrêter de tourner dans tous les sens et il va avancer dans cette direction-là. Voilà ce que vous allez voir. On va voir si ça marche maintenant. Voilà. Parce que les cellules sont réveillées. Et voilà. Alors, voilà mon papillon. Et voilà mon papillon qui vient vers ma lampe. Ça a marché impeccable. Alors, que vous voyez bien, je vous explique. En haut à droite, ce que vous avez, c'est des signaux électriques qui sont enregistrés à Vevey et qui viennent chez nous. Là, hop, on l'excite à distance. On voit qu'à chaque fois, il y a une réponse. Et parce qu'il y a une réponse, le papillon arrête de bouger dans tous les sens. Il va dans une direction précise. Donc là, il bouge au hasard. À un moment donné, ça c'est random, hein, ça je peux pas contrôler ça parce que je peux pas tricher. À un moment donné, il va se retrouver en face et il va voir la lampe et au moment où il voit la lampe, alors il s'avance vers la lampe parce qu'il arrête de changer de direction, aléatoirement. Maintenant, c'est le cas. Il voit la lampe, il envoie donc les grands pulses que vous voyez, c'est les stimulations électriques et juste derrière, vous avez toute une série de pulses qui viennent. Ça, c'est les réponses électriques de l'organoïde. Donc tout ça, donc pour arriver à faire fonctionner ça, merci. Alors, juste pour voir, hein, au niveau scientifique, ce que je vous montre là, on pouvait le faire potentiellement il y a 20 ans. D'accord, rien de nouveau, d'accord. Mais il fallait le faire. Et ça pose un certain nombre de problèmes d'ingénierie. C'est du temps réel et c'est aussi trouver les bons paramètres de stimulation pour que de manière fiable, une stimulation engendre une réponse. Et là, on a dû tourner ces dernières heures toute une série d'algorithmes pour trouver comment stimuler de manière optimale cet organisme cérébral pour qu'il nous réponde 5 fois par seconde. Oui, alors c'est vraiment cela pinpointé. Et si vous avez donc un smartphone, je ne doute pas que vous avez ça, si vous allez sur butterfly.finalspark.com, mais il y a seulement les gens dans cette salle qui sont au courant de cette information, hem et bah, vous pourrez vous connecter et jouer avec. Alors je sais pas si avec le doigt c'est très pratique de promener la lampe, mais bon, voilà, ça vous montrera que c'est possible et on l'annoncera dans plusieurs heures sur notre réseau Discord parce qu'on a pas mal de gens qui nous suivent. Enfin, vous verrez, notre société, enfin, il y a plein de gens qui s'intéressent à ce qu'on fait un peu partout. Donc on a un réseau Discord aussi pour accueillir toutes les gens qui sont intéressés et donc on en Beaucoup sur TikTok. et sur TikTok aussi, vous pouvez chercher sur TikTok, mais c'est pas nous, d'accord? Et ce que les gens disent sur ce qu'on fait, méfiez-vous des choses sur TikTok. Il y a des gens qui disent qu'on fait des choses extraordinaires, mais bien au-delà de ce qu'on est vraiment capable de faire, d'accord? Pour faire du clic. Donc méfiez-vous de ça quand même, mais effectivement, il y a toutes les nuits, il y a des vidéos qui sortent, puis je vais voir ça, qu'est-ce qu'on raconte sur nous ce matin, quoi, donc ça, c'est un peu le plus et le moins de la viralité, voilà. Donc ça, tu l'as dit, je crois, à un moment donné, on parle d'organoïdes. C'est quoi le terme consacré pour parler de ce dispositif c'est ça? C'est le terme d'organoïde, on Alors, veut dire? organoïde cérébral, oui, Organoïde d'accord. cérébral. La particularité ici, c'est qu'on fait du calcul. Alors, il y a ça en français, il y en a qui parlent de calcul en milieu humide. Ah, c'est translation de wetware computing. Vous pouvez wetware computer, ça, c'est une entrée Wikipédia qui existe. Donc, au moins, on a ça. Heu, Vous avez aussi organoïde intelligent, OI, ce qui est assez fun, puisque vous avez AI, Artificial Intelligence. Et puis, alors les gens ils disent: «Oh, on est perdu, l'IA, ça va trouver et cetera». Mais laisse tomber. Maintenant, c'est plus l'IA, c'est l'IO. Donc
Donc, alors, bon, sachant bien sûr qu'on utilise, alors j'en ai pas trop parlé, mais hem, au moins, là, je suis content quand même de pouvoir retomber sur mes pattes d'expertise en IA. C'est que pour interpréter les signaux qui viennent de nos organes cérébraux et pour leur envoyer des signaux, on utilise quoi? Des réseaux de neurones artificiels. C'est quand même assez rigolo, parce qu'on a des neurones biologiques qui parlent avec des neurones artificiels et c'est la meilleure manière qu'on a trouvée pour interpréter les signaux et renvoyer des bonnes impulsions, quoi. Alors ça ajoute encore, alors vous avez en fait, l'IA, c'est une black box, l'IO, c'est une super black box, donc maintenant on connecte des black box à des super black box. C'est clair qu'on perd un peu la maîtrise et la compréhension intime de ce qui est en train de se passer, mais je rappelle que nous, Final Spark, on est une société. On veut faire des choses qui marchent, on est des ingénieurs. On est moins intéressé par de comprendre le détail que d'avoir une fonctionnalité. Donc, Il y a souvent, quand on évoque les enjeux autour du calcul, que ce soit le calcul avec aujourd'hui les data centers, etc., les enjeux de consommation électrique. oui. Qu'est-ce que ça veut dire dans ce dispositif? Est-ce qu'il y a une promesse aussi de faire potentiellement des calculs avec une consommation électrique qui est beaucoup moindre? Comment se gère cette question de la consommation électrique? Souvent, on dit que le cerveau consomme quelques watts par rapport à voilà, les ordinateurs avec du silicium. C'est quoi les enjeux de la consommation électrique avec les organoïdes et dans le wetware? Bah, je crois que tu as déjà tout dit. Effectivement, 100 milliards de neurones, votre cerveau, normalement, c'est 20 watts. D'accord? Imaginez, si moi je cherche et vous, c'est des spiking neurons, hein, c'est la bête de la classe du neurone, hein, parce que les neurones de ChatGPT, c'est les simulations qu'on a, c'est super simple, hein. Donc si on prend s un cerveau de 100 milliards avec 10 000 connexions par neurone, ce qu'on a nous, et qu'on cherche à simuler ça sur un ordinateur digital, comptez une petite tranche de centrale nucléaire et pas sûr qu'on ait le temps réel avec ça. La différence d'efficience, c'est environ 1 million entre un neurone simulé et un vrai neurone biologique. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas rester avec des organoïdes cérébraux comme ça. Moi, je veux un tapis épais comme ça, 100 mètres sur 100 mètres, et je veux être le concurrent de Amazon Web Services et servir de l'IA pour 100 à 1000 fois moins de puissance électrique. Voilà ce que je veux faire. À horizon de 12 ans. 12 ans. Ça veut dire qu'on le verra peut-être alors. Sûr? Justement, je voulais te parler de peut-être une dernière question, parce qu'il y a beaucoup de questions, donc on va basculer très rapidement sur les questions du public. Oh, Hem, le modèle d'affaires aujourd'hui, c'est quoi? Donc, levée de fonds pour avoir à tenir cette promesse d'avoir quelque chose d'industrialisable d'ici 12 ans, un peu, c'est ça le ouais, et est-ce que vous êtes les seuls? Combien il y a de labos dans le monde qui font ça? C'est quoi un peu le panorama de la recherche et de la recherche, active, voilà, comme tu dis, avec des ingénieurs et des choses qui marchent? ouais, alors, Panorama, la recherche, enfin, voilà. Alors pour les sociétés, on est 3 dans le monde, donc c'est très réduit. Il y a une dizaine d'universités dont la plupart, en fait, travaillent avec nous. Si vous allez sur le site web, vous verrez, on donne des accès gratuits aux universités pour tester à distance via internet. Ils peuvent tourner leur leur script Python pour stimuler les neurones et voir les réponses. Donc on a toute une formation aussi qu'on donne. Le modèle d'affaires consiste à dépenser de l'argent. Heu C'est le même qu'OpenAI alors? Ouais, sauf que c'est mon argent, mais donc on espère, lever effectivement, à terme, on va lever 50 millions d'euros. J'espère que ce sera de l'argent européen. Comme j'ai reçu 23 propositions de capitaux risqueurs et sur les 23, il y avait 22 qui étaient, américains et asiatiques. La question reste posée si ça va pouvoir rester en Europe ça. Donc voilà, pareil, je peux pas encore répondre à ça. Et moi, je te dis que tu demandais pas assez.